La guerre en Ukraine entre-t-elle dans une nouvelle phase décisive? Depuis quelques jours, l'armée russe a lancé une offensive majeure sur le front Est, ciblant la région de Soumy et s'emparant de plusieurs positions stratégiques, dont le village de Grabovska. Cette percée s'accompagne d'évacuations forcées, signe d'une brutalité croissante dans un conflit qui semblait s'enliser depuis de longs mois. Pourquoi cette poussée soudaine? Il s'agit d'une manœuvre méthodique. Moscou cherche à étirer les défenses ukrainiennes, déjà affaiblies par plus de 2 années de guerre et privées de renforts. Les Russes multiplient les points d'attaque, forçant Kiev à disperser ses maigres ressources sur un front élargi. À chaque village perdu, la situation bascule un peu plus en faveur de la Russie. Des analystes militaires parlent d'une accélération inédite du rythme sur la ligne de front. Si ce changement échappe à l'analyse, l'Europe risque de sous-estimer les bouleversements imminents, instabilité régionale, risques sécuritaires et économiques, et drames humains pour les civils pris au piège. Ce scénario n'est pas sans rappeler d'autres points de bascule dans l'histoire militaire, comme l'offensive de l'Allemagne nazie sur le front de l'Est en 1941, où la rapidité et la surprise ont profondément désorganisé les défenses soviétiques. Pour comprendre l'ampleur de cette offensive et ses enjeux, il faut revenir sur le contexte stratégique qui a mené à ce moment critique. Quelles failles l'armée russe exploite-t-elle et pourquoi maintenant? Replongeons dans les événements récents qui ont fragilisé la défense ukrainienne. Par exemple, au fil de l'année passée, l'Ukraine a été confrontée à une série de revers tactiques et logistiques. Manque de munitions, retard dans les livraisons occidentales, difficultés de recrutement. Que s'est-il réellement passé sur le front durant l'année écoulée? Loin de l'image d'une guerre figée, la réalité à l'est de l'Ukraine est celle d'un basculement insidieux mais implacable. Mois après mois, la ligne de front s'est déplacée, redessinant la carte à coups de batailles acharnées et de replis stratégiques. Un exemple frappant, la perte progressive de la ville de Bakhmout, qui a mobilisé des ressources considérables et provoqué une onde de choc moral parmi les Ukrainiens. En 12 mois, l'Ukraine a perdu plus de 44 millions de mètres carrés de territoire. Ce chiffre immense ne se résume pas à des statistiques. Chaque parcelle conquise par la Russie correspond à des villes vidées, des infrastructures détruites et des milliers de vies bouleversées ou déracinées. À titre de comparaison, cela équivaut à la superficie d'un département français moyen, comme la Loire-Atlantique, entièrement annexée en moins d'un an. La stratégie russe se révèle d'une méthode froide. Plutôt que chercher une percée fulgurante, Moscou avance patiemment, grignotant localité après localité. Siversk, Kramatorsk, Mirnograd, ces noms sont devenus synonymes d'enjeux vitaux. Leur valeur dépasse leur simple emplacement. Elles concentrent industrie, réseaux de transport et dépôts logistiques essentiels à l'est du pays. À Siversk, par exemple, la présence d'un réseau ferroviaire a permis pendant des mois d'acheminer rapidement des renforts et des munitions. Siversk, notamment, a longtemps servi de verrou défensif pour l'Ukraine, bloquant l'accès vers Kramatorsk, nœud industriel et ferroviaire majeur. Sa chute, ou même son contournement, bouleverse aussitôt l'équilibre sur le terrain et ouvre la voie à de nouvelles percées russes. Historiquement, on retrouve ce genre de point d'appui dans d'autres conflits. Verdun en 1916 ou Stalingrad en 1942 étaient aussi des verrous dont la chute ou le contournement pouvaient changer le cours d'une guerre. Dans le même temps, la Russie s'emploie à solidifier ses acquis. Fortifications, concentration de troupes, batteries d'artillerie, tout indique la volonté d'ancrer durablement ses avancées. Mais Moscou frappe aussi l'arrière ukrainien, ciblant avec précision les réseaux énergétiques et logistiques. Raids, sabotages et cyberattaques sapent jour après jour la capacité de résistance de Kiev. Un exemple récent, en janvier, une cyberattaque massive a paralysé le réseau ferroviaire reliant Dnipro à Kramatorsk, retardant l'évacuation de civils et le transport de matériel militaire. L'Ukraine, elle, subit chaque perte comme une saignée. Effectif, matériel, morale s'érode. Plus la ligne de front s'étire, plus la défense devient difficile. Chaque localité abandonnée force à redéployer des réserves de plus en plus maigres, laissant derrière évacuations précipitées, panne d'électricité, rupture d'approvisionnement et une angoisse permanente pour ceux qui restent. De nombreux témoignages d'habitants de villages évacués à la hâte décrivent des scènes de chaos où familles et animaux partent avec le strict minimum, espérant trouver refuge dans des villes encore sous contrôle ukrainien. Ignorer cette évolution, c'est passer à côté des vraies taux faiblesses qui s'installent, car ce recul, loin d'être anodin, offre à la Russie de nouveaux leviers stratégiques. Ce glissement du front, discret mais continu,
pourrait annoncer un tournant décisif du conflit. L'histoire militaire regorge de ces moments où, face à une succession de petites défaites, la situation d'un camp bascule soudainement. On pense à la chute progressive des lignes françaises en mai 1940, prélude à la débâcle. Dans ce contexte, la lassitude gagne aussi la société ukrainienne et ses alliés. La question n'est plus seulement de tenir, mais de résister à l'usure sur tous les fronts. Les réseaux sociaux regorgent désormais de messages d'inquiétude, de doute et même d'appels à la négociation, signe d'une fatigue nationale qui s'installe lentement mais sûrement. Pourquoi la Russie a-t-elle attendu presque 4 années avant de masser autant de troupes à la frontière ukrainienne? Cette démonstration de force ne doit rien au hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie d'usure appliquée avec une rigueur implacable depuis le début de la guerre. Historiquement, la Russie a souvent utilisé la profondeur stratégique de son territoire et la patience pour user ses adversaires, comme lors de la guerre froide ou la Seconde Guerre mondiale. Au cours de l'année écoulée, l'armée russe a enrôlé près de 400 000 soldats sous contrat, multipliant presque par 2 son potentiel offensif sur le sol ukrainien. Cette vague humaine bouleverse l'équilibre des forces et permet à Moscou de lancer, pour la première fois, plusieurs offensives majeures en parallèle. C'est un fait rare dans l'histoire militaire récente. Peu d'armées en Europe ont pu mobiliser autant de combattants en si peu de temps. La méthode russe est constante. Frapper d'abord les infrastructures énergétiques et logistiques, désorganiser l'arrière-pays, puis progresser, lentement mais sûrement. À chaque étape, la défense ukrainienne s'épuise, obligée d'étirer ses maigres réserves pour tenter de tenir des fronts de plus en plus éloignés. Cette tactique rappelle celle de la guerre de Corée, où les lignes de front fluctuaient sans cesse, épuisant les deux camps. Kupiansk, Avdiivka, des mois de préparation, d'observation, de frappe méthodique avant une percée brutale. Rien n'est improvisé, chaque assaut est minutieusement planifié pour limiter les pertes et submerger la défense ennemie par l'accumulation et la pression. Lors de la prise d'Avdiivka, par exemple, les Russes ont utilisé un mélange de frappes d'artillerie, de guerres électroniques pour perturber les communications ukrainiennes et d'assauts d'infanterie coordonnés, rendant toute contre-attaque difficile. Aujourd'hui, la Russie déplace entre 20 et 25 000 soldats, épaulés par des blindés lourds et une logistique massive, vers la région de Tchernihiv, au nord du pays. Des colonnes d'artillerie et des convois de munitions suivent, affichant une volonté claire, menacer plusieurs axes en même temps et saturer la capacité de réaction ukrainienne. Ce type de manœuvre rappelle l'opération Bagration menée par l'armée rouge en 1944, où la multiplication des points d'attaque avait submergé la Wehrmacht. Ce choix place Kiev devant un dilemme insoluble. Envoyer des renforts pour tenir une ligne, c'est dégarnir une autre. Jour après jour, cette tension épuise les hommes, fragilise les arrières et fait peser la menace d'une rupture brutale. Les généraux ukrainiens sont contraints d'arbitrer en permanence entre la défense de villes stratégiques et la préservation de leurs maigres réserves. La stratégie russe ne vise pas seulement la conquête militaire, elle cherche à fissurer la cohésion ukrainienne et à tester l'endurance des alliés occidentaux, déjà minés par la durée et le coût du conflit. La propagande russe exploite chaque recul ukrainien pour semer le doute à Kiev et à l'étranger, avec des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux occidentaux. Cette méthode d'usure, alliée à une masse inédite de moyens humains et matériels, risque de bouleverser l'équilibre stratégique à l'Est comme au Nord. Mais l'enjeu dépasse largement le front. C'est la résilience même de l'Ukraine et de ses soutiens qui est désormais mise à l'épreuve. On retrouve ici le schéma classique des guerres d'attrition, comme la Première Guerre mondiale où la ténacité des sociétés était aussi décisive que les batailles elles-mêmes. Dans cette nouvelle phase, chaque jour compte. L'issue dépendra autant de l'endurance des sociétés que de la stratégie des états-majors. À ce stade du conflit, la moindre avancée territoriale peut entraîner de profondes répercussions psychologiques et politiques. Vers quoi bascule la guerre si la lassitude s'installe, en Ukraine comme chez ses alliés? Les prochains mois pourraient les voir tomber des villes majeures, Kharkiv, Tchernihiv, Kramatorsk. Chacune représente un centre industriel ou logistique vital pour l'équilibre du front. Leur chute ouvrirait des brèches, désorganisant totalement les défenses ukrainiennes à l'est et au nord. À titre d'exemple, la chute de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, provoquerait un bouleversement démographique et économique sans précédent. À chaque offensive russe, la démoralisation gagne la société ukrainienne. Les gares se remplissent de familles en fuite, l'exode s'accélère. Dans les villes restantes, la peur du siège et de l'encerclement plane, rendant chaque nuit plus incertaine.
On se rappelle des scènes similaires en Syrie lors de la bataille d'Alep où la population civile a payé le prix fort des sièges prolongés. La capacité de mobilisation s'effondre. De plus en plus de jeunes hommes se cachent ou quittent le pays, épuisant les réserves humaines. Organiser de nouveaux recrutements devient quasi impossible, alors que les pertes s'accumulent sur la ligne de front. Le phénomène du drapeau blanc, où des soldats se rendent pour éviter la mort inutile, gagne du terrain, érodant la cohésion militaire. Le moral des troupes fond. Les rotations s'espacent, le matériel manque, la fatigue s'accumule après plus de 2 années d'engagement sans répit. L'armée peine à combler ses pertes. L'adversaire, lui, renouvelle ses effectifs et renforce ses ressources. Il suffit de consulter les forums de discussion de soldats ukrainiens pour mesurer le désespoir et la lassitude qui s'installent. À l'ouest, la lassitude gagne aussi. Les débats politiques s'enflamment sur l'efficacité des milliards d'euros et de dollars engagés. Certains responsables doutent. Pourquoi poursuivre cet effort si les résultats ne suivent pas ? Les opinions publiques, chaque jour plus sceptiques, exigent des preuves que le soutien fait réellement la différence. En Allemagne, par exemple, 20% de la population considère désormais que l'aide militaire devrait être réduite. Le manque de percées visibles alimente le doute. La solidarité européenne ou américaine se fissure. Cette fragilisation de l'engagement occidental pourrait priver l'Ukraine de moyens essentiels, à l'instant même où chaque munition, chaque véhicule blindé, chaque système anti-aérien compte plus que jamais. On se souvient du Vietnam où la lassitude de l'opinion américaine a précipité le retrait, malgré la supériorité technique. Militairement, la Russie exploite cette fatigue. Sa progression méthodique vise à créer une vaste zone tampon le long de la frontière, autour de Kharkiv et du Nord. Son objectif est double: sécuriser ses propres territoires contre les frappes et imposer à l'Ukraine une nouvelle réalité géographique, où la reconquête paraîtra chaque jour plus impossible. À l'exemple de la Transnistrie en Moldavie ou de l'Abkhazie en Géorgie, Moscou cherche à imposer sur le terrain des faits accomplis. La stabilité de toute la région est en jeu. Si ces grandes villes tombaient, si la société ukrainienne s'effritait, l'équilibre des puissances en Europe serait bouleversé. La crédibilité des engagements occidentaux, déjà vacillante, essuierait un nouveau choc. Des millions de civils risqueraient d'en être pris au piège ou forcés à l'exil. Selon l'ONU, le conflit a déjà déplacé plus de 5 millions de personnes, un chiffre qui pourrait doubler en cas d'effondrement du front. Au fond, cette guerre d'usure impose un prix humain et géopolitique colossal, bien au-delà des frontières ukrainiennes. Les routes commerciales considèrent la sécurité des populations voisines, l'équilibre énergétique dépendront de ce qui se joue aujourd'hui dans ces villes menacées. On peut citer l'exemple du gazoduc qui traverse l'Ukraine, vital pour l'approvisionnement de plusieurs pays européens. Pour l'Ukraine comme pour ses alliés, la suite dépendra de leur capacité à surmonter la fatigue et à réinventer leur stratégie. Mais à mesure que la pression monte, chaque décision devient une question de survie. Le moindre retard dans la livraison de munitions ou de systèmes de défense aérienne peut aujourd'hui faire basculer tout un secteur du front. Ce conflit révèle-t-il la véritable force de la stratégie face à la puissance brute ? Au-delà du tumulte des batailles, il faut percer les moteurs silencieux de cette guerre nouvelle. D'autres conflits, comme la guerre Iran-Irak dans les années 1980, ont montré que la capacité d'endurance stratégique l'emporte souvent sur la supériorité technique ponctuelle. Première leçon, la victoire ne dépend plus simplement du courage ou de l'audace au combat. Aujourd'hui, la logistique, l'appareil industriel et la mobilisation sociale décident de l'issue. La Russie, forte de ses vastes réserves humaines et d'une industrie armée sans relâche, mène une guerre d'usure calculée. Des centaines de milliers de soldats sont déployés, soutenus par un flot continu d'armes et de munitions produits jour et nuit. Pour garantir ce flux, Moscou a relancé d'anciennes usines, comme celle de Tcheliabansk, et mis en place un service national de mobilisation industrielle. En face, l'Ukraine et ses alliés occidentaux se heurtent à la limite d'un modèle basé sur l'aide extérieure et des stocks restreints. Les livraisons d'armes, jadis régulières, s'amenuisent. Le renouvellement des effectifs devient périlleux, la lassitude s'installe même après plus de 2 années de combat. À mesure que les ressources s'épuisent, chaque rupture de la chaîne logistique coûte cher sur le terrain et fragilise la résistance. Un exemple concret. Le retard dans la livraison des obus de 155 mm par les États-Unis a contraint les forces ukrainiennes à limiter leur usage d'artillerie pendant plusieurs semaines. Pourtant, la guerre ne se résume pas à des chiffres ou à des usines. Le moral collectif et la cohésion sociale sont des armes invisibles.
La résilience, c'est tolérer les pertes, absorber les chocs et poursuivre l'effort malgré l'usure. Pour la Russie comme pour l'Ukraine, contrôler l'information, modeler les récits et rallier l'opinion publique deviennent aussi cruciaux que la conquête d'une ville. Une population unie peut surprendre par sa capacité à endurer, même face à l'épuisement. Ce fut le cas à Londres durant le Blitz en 1940, où la résistance morale de la population a permis de tenir face aux bombardements allemands. Derrière chaque victoire, il y a des chaînes logistiques tenues à bout de bras, des ouvriers à l'œuvre sans répit et des familles qui consentent ou non à sacrifier leurs proches. Si la lassitude économique ou psychologique s'impose, la meilleure armée peut chanceler. Les grèves dans les usines d'armement russes ou les manifestations à Kiev contre la mobilisation rappellent que le front intérieur est aussi décisif que le champ de bataille. Qui néglige la logistique, l'industrie et le moral collectif s'expose à la défaite, même avec les meilleurs drones ou blindés. Les guerres modernes se gagnent par l'endurance d'une société, sa capacité à adapter son économie et à préserver sa cohésion face à l'incertitude. Les exemples abondent, de la longue guerre du Vietnam à la guerre de Corée, où c'est souvent la capacité d'endurance qui a décidé de l'issue finale. Mais que se passe-t-il concrètement sur le front ? Quels sont les signes tangibles de cette stratégie d'épuisement en action ? Les témoignages de soldats ukrainiens évoquent des positions défensives abandonnées faute de munitions, des unités contraintes de se replier, des convois russes avançant presque sans opposition. La carte de l'Europe de l'Est est-elle sur le point de basculer sous nos yeux ? Ce n'est plus une simple spéculation. Chaque jour sur le terrain, les frontières s'effritent et l'équilibre régional se fragilise, rapprochant le continent d'un nouveau point de rupture. Les analystes militaires, comme ceux de l'Institut pour l'étude de la guerre, soulignent que la rapidité des pertes territoriales ukrainiennes ces derniers mois n'a pas d'équivalent depuis les premiers mois de l'invasion. À l'est et au nord, la Russie avance méthodiquement, consolidant chaque position, grignotant territoire après territoire. Face à cette progression, la lassitude étreint l'Ukraine et s'insinue parmi ses alliés. L'usure des ressources, des corps et des volontés creuse un fossé inquiétant dans la capacité de réaction occidentale. Certains alliés, comme la Slovaquie ou la Hongrie, ont d'ailleurs déjà réduit leur soutien militaire, invoquant la nécessité de préserver leurs propres capacités. Peu à peu, la tentation d'accepter la guerre comme un bruit de fond grandit. Mais s'installer dans la routine, c'est laisser la guerre redessiner nos frontières, nos alliances et notre sécurité collective. Chaque avancée russe signifie l'effondrement de villes, l'exil de dizaines de milliers de familles et la perte de contrôle sur des zones vitales. Permettre ce glissement, c'est offrir à la Russie l'occasion d'imposer un nouvel ordre régional, façonné selon ses intérêts, au détriment de la stabilité européenne. L'Europe se trouve à une croisée des chemins. Faut-il accepter une paix dictée par la force ou défendre un ordre fondé sur la souveraineté des peuples et la coopération ? L'exemple de la Tchécoslovaquie en 1938, sacrifiée à Munich au nom de la paix, doit servir d'avertissement. Céder à la logique du fait accompli n'a jamais garanti la stabilité. L'histoire récente rappelle que les conflits gelés finissent toujours par déborder. Une victoire progressive russe bouleverserait bien plus que l'Ukraine. Elle minerait la sécurité énergétique du continent, la crédibilité des alliances occidentales et surtout le sort de millions de civils pris dans la tourmente. Les conséquences pourraient être comparées à celles de la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 1990, qui a entraîné la déstabilisation de toute une région. La carte n'est pas figée. L'incertitude domine, mais l'inaction serait déjà un choix lourd de conséquences. Débattre, comprendre, agir, c'est la responsabilité de notre génération pour l'avenir de l'Europe et le monde que nous transmettrons. Car l'histoire n'est jamais écrite d'avance, et chaque décision, chaque mobilisation peut encore infléchir le cours de la guerre. Alors, la question demeure, sommes-nous prêts à relever ce défi, à surmonter la lassitude et à défendre les principes qui fondent notre sécurité collective ? C'est là que se joue aujourd'hui l'avenir de l'Europe.